Alors, on va pouvoir tout doucement commencer, il est 10 heures. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans ce premier live autour du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Donc, je me présente, je suis Martine Assar, responsable formation métiers et compétences en charge de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines Télécom. Et j'ai piloté donc la création de ce MOOC que vous pouvez donc découvrir sur la plateforme FunMOOC depuis le 6 avril dernier. Je suis accompagnée donc ce matin donc de ma collègue donc apprentie Jie Gao qui fait partie de l'équipe pédagogique, de 4 enseignants et de 2 professionnels pour donc vous donner un maximum d'informations sur 4 secteurs de l'industrie et des conseils aussi en termes de formation. Alors bien sûr, la crise du Covid est passée par là et a bouleversé les entreprises dans tous les secteurs de l'industrie, comme dans les services. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la manière dont l'industrie va pouvoir se sortir de cette terrible crise. Mais ce qui a toujours fait sa force, c'est sa capacité donc à être résiliente. On l'a vu par le passé avec d'autres crises, dont des épisodes de guerre. Elle s'est chaque fois saisie de l'occasion pour se transformer et se moderniser. C'est donc un nouveau grand défi qu'elle va devoir relever. Cette transformation est déjà en œuvre depuis quelques années à travers le concept d'industrie du futur ou d'industrie 4.0. Si vous pouvez juste couper votre micro, merci. Et donc, c'est ce que nous verrons plus en détail avec les présentations de nos différents intervenants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire qu'il y aura quelques questions qui vous seront posées. Alors, simplement pour mieux vous connaître et pour mieux aussi identifier un petit peu vos attentes et aussi pour ménager un petit peu d'interactivité, ce qui est quand même beaucoup plus agréable dans une présentation qui va quand même durer une petite heure, voire un tout petit peu plus qu'une heure. Voilà, donc je vous laisse choisir, on va dire, le moyen de connexion que vous souhaitez pour pouvoir répondre à nos différentes petites questions. Et vous aurez également de votre côté la possibilité de pouvoir nous poser vos questions via le chat. C'est dans votre barre de menu en dessous. Vous avez un petit onglet Converser. Donc là, vous pouvez effectivement nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On fera le maximum pour que dans cette heure de présentation, on puisse trouver le temps d'en traiter le maximum. Voilà, je voulais aussi vous informer que ce live est enregistré pour pouvoir être disponible dès demain en replay. Et pour commencer, je voulais vous présenter en quelques mots l'Institut Mines Télécom et vous dire donc, que c'est le premier groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France avec 7 écoles d'ingénieurs et une business school répartie sur tout le territoire. C'est plus de 12 000 étudiants, c'est aussi 4 200 diplômes délivrés en 2018, dont 90% ont démarré directement leur carrière professionnelle en CDI. L'IMT bénéficie d'un rayonnement international grâce à des partenariats avec de nombreuses universités à l'étranger. Voilà. Et nous proposons donc des formations généralistes dans des thématiques d'avenir, comme vous pouvez le voir en aéronautique, spatiale, big data, biotechnologie, cybersécurité, économie, énergie, etc. Vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. L'IMT propose également différents programmes de formation qui vont du bachelor au doctorat, avec 3 bachelors, des formations d'ingénieurs et d'ingénieurs de spécialisation. Vous avez également un programme Grande École Business School avec notre école de management qui est Institut Mines Télécom Business School basé à Évry, un diplôme national de master, des masters spécialisés et des doctorats. L'IMT fait aussi de l'industrie du futur une priorité stratégique pour accompagner donc les entreprises face aux enjeux à venir dans leur transformation industrielle avec un programme dédié.
dans lequel plus de 150 enseignants-chercheurs sont mobilisés, avec près de 30 plateformes technologiques qui existent et des actions de développement de centres, d'accompagnement régionaux, des PME au sein de nos écoles qui ont été mises en place ces dernières années. Nous sommes également membres fondateurs depuis 2015 de l'Alliance Industrie du Futur et donc impliqués dans des groupes de travail nationaux, mais également dans des groupes de travail miroirs en interne. Nous avons une académie franco-allemande pour l'industrie du futur, en partenariat avec l'Université technologique de Munich. Et nous sommes partenaires du projet Osons l'industrie du futur, donc aux côtés de l'UIMM, de l'ENSAM, de l'ONICEP et de l'AIF. Les contenus de l'ensemble de ces travaux qui ont été produits dans le cadre du projet ont d'ailleurs largement servi à construire le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Ces travaux composés de synthèses sur différents secteurs de l'industrie, vous y trouvez également des fiches métiers très détaillées, des kits de compétences par métier qui sont, eux, un peu plus destinés aux différents opérateurs de formation, sont librement et gratuitement disponibles sur le site Osons l'industrie du futur. Alors, n'hésitez pas à y faire un petit tour pour regarder ce qui peut vous être utile. Et enfin, ces mêmes travaux nous ont permis de construire de nouveaux parcours de formation dans nos écoles qui sont plus transversaux et pluridisciplinaires. Voilà pour les grandes lignes de cette présentation de l'IMT. Nous allons passer à un rappel de ce qu'est le MOOC Ose l'industrie du futur. Pour ceux en tout cas qui ne sont pas encore inscrits, pour les autres, vous avez pu un petit peu découvrir toutes les ressources disponibles. Alors, pour vous présenter en quelques mots ce MOOC, alors il est en ligne depuis 1 mois et demi et vous êtes déjà plus de 3000 à le suivre. Il s'adresse au grand public sans aucun prérequis puisque pour ceux qui le suivent, vous avez vu qu'il n'y a aucune évaluation. C'est vraiment, son but, c'est vraiment de pouvoir vous apporter un bon niveau d'information et des ressources pour aller plus loin dans sa connaissance de l'industrie et de quelques secteurs industriels. Ce MOOC fait partie d'une collection de MOOC orientation et par conséquent, il s'adresse particulièrement aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, ceux-là même qui se trouvent donc à un carrefour d'un choix d'orientation et cela concerne également des adultes salariés ou non qui sont en situation de reconversion professionnelle, comme c'est d'ailleurs le cas pour ce MOOC, où vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir savoir quels sont les secteurs et quels sont les métiers qui seront de plus en plus déterminants demain pour vous réorienter professionnellement. La mission de ce MOOC, c'est aussi de présenter donc, ce secteur de l'industrie qui est assez méconnu, où lorsqu'il est un peu, eh bien, ses représentations habituelles sont plutôt négatives, car souvent liées à des stéréotypes anciens. Donc, l'idée est de montrer comment l'industrie est tournée vers l'avenir en intégrant donc dans ses usines et dans ses process des nouvelles technologies qui la font rentrer dans une nouvelle ère, celle de l'industrie du futur. Donc, 4 secteurs sont présentés avec pour chacun plusieurs métiers clés qui sont déjà impactés par les transformations numériques et qui ont déjà beaucoup évolué. Vous y trouverez évidemment les voies d'accès, des journées de travail type, les compétences requises et plein d'autres choses, des ressources complémentaires qui pourront vous aider à aller un petit peu plus loin. C'est donc un secteur en pleine transformation avec cette crise qui va encore plus d'ailleurs s'accélérer. Mais avant de laisser la parole donc à nos intervenants, je vous propose déjà une petite série de questions que je vous soumets. Voilà, donc à vos téléphones ou ordinateurs pour répondre à ces questions. Alors, une majorité d'entre vous donc, semble déjà inscrit au MOOC. Bah, bravo. Donc, j'espère que vous en avez satisfaction.
Ah, là, on est revenu à 50-50. Je vous laisse encore quelques petits instants. On passe à la suivante. Et là, c'est pour connaître simplement votre profil. Si vous êtes plus élève collégien, lycéen ou adulte. Donc, effectivement, c'est ce que j'avais remarqué dans les inscriptions, c'est que vous êtes un grand nombre d'adultes en situation de reconversion professionnelle. Donc, effectivement, dans l'attente de conseils. Alors, pour information, sachez que dans le MOOC, vous avez aussi des conseils sur des parcours de formation avec tout ce qui est aussi formation professionnelle, hein, des parcours en formation continue. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Autre question, c'est une question qui concerne vos attentes. Très bien. Et enfin, la dernière question avant de démarrer. S'il y avait un mot pour vous, spontanément, qui qualifierait l'industrie. Ah, ça c'est pas mal. Parfait. En tout cas, c'est bien. Ce sont que des mots positifs, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, une dernière et après, on commence. Bravo. Alors, merci donc pour votre participation à ces petits quiz. Et on va passer à présent directement à la présentation qui est assurée par mes co-animateurs que vous voyez déjà à l'écran sur leurs différents secteurs de prédilection qui vont en tout cas vous présenter un panorama par secteur. Et voilà, sans que ce soit exhaustif, ils vont vraiment vous permettre de pouvoir en comprendre les principes généraux. Du coup, je laisse la parole pour démarrer à Damien Lamy, qui est maître assistant en génie industriel à l'école des mines de Saint-Étienne. Et Damien, je te laisse la parole pour démarrer. Merci Martine, bonjour à tous. Donc concernant le volet de la production, moi je suis quelqu'un, heureusement pas le seul, hein, qui croit en l'humain avant la technologie. La démarche doit bien aller dans ce sens, hein. Ajouter de la technologie parce que c'est à la mode, ça n'amènera que des problèmes dans l'entreprise. Donc il faut bien penser au management, à la conduite du changement, hein. Si j'ai que ça en premier, c'est parce que dans la production, il y a de nombreuses ressources humaines et des personnes qui sont là pour les assister à faire leur travail mieux ou au mieux. Et ça, c'est le rôle d'un bon manager et ça doit être le rôle de l'entreprise de manière générale. Alors maintenant, la technologie, elle existe. S'en passer serait évidemment problématique dès lors que le marché est très concurrentiel, hein. C'est toujours délicat de ne pas se positionner dans son environnement, potentiellement perdre des parts de marché parce que l'entreprise n'utilise pas les bons outils à sa disposition. Encore, c'est un choix, un positionnement. Dans les technologies dont on parle beaucoup, il y a évidemment la 5G, hein, qui va permettre des échanges de données de manière très rapide, hein. Alors, les entreprises planchent déjà sur la 6G et la 7G, hein, donc l'évolution n'a pas fini d'arriver. Mais donc voilà, cette technologie va augmenter le déploiement des objets communicants, l'Internet des objets notamment.
Alors, on a aussi les technologies d'aide à la personne, hein, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, donc à travers des lunettes, mais aussi par l'audio. Hein, ce n'est pas seulement visuel. Donc, ça va favoriser la formation, la maintenance. Donc, on voyait le mot maintenance mentionné tout à l'heure dans Book avec des informations supplémentaires que l'opérateur n'aurait pas en temps normal, ou de pouvoir accéder très rapidement à de l'information pertinente. Les manuels de machine, par exemple, peuvent être assez indigestes. Donc, une technologie logicielle cette fois, hein, avec l'intelligence artificielle. On devrait même dire plutôt les intelligences artificielles. Il faut bien voir que l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau, ça a plus de 40 ans. Ça bénéficie par contre d'évolutions en termes de performance de calcul des ordinateurs, et c'est peut-être là qu'est la plus grande évolution technologique aujourd'hui. Alors, ces intelligences artificielles, elles vont équiper des machines, des véhicules d'aide à la manutention, des cobots, donc robots collaboratifs, qui vont permettre de prendre certaines décisions quant à la production. Donc, un des enjeux de l'industrie concerne par exemple l'utilisation des sources d'énergie. Beaucoup de durabilité, de problèmes environnementaux. Donc, si on est dans une période d'effacement, donc c'est des périodes où l'entreprise doit consommer moins, hein, c'est des éléments qui sont contractualisés avec le fournisseur d'énergie, les machines seront à même de choisir si elles doivent produire la pièce en cours ou si elles doivent adapter leur mode de production pour consommer moins, quitte à usiner plus longtemps pour éviter des pics de puissance. Une des autres technologies dont on parle beaucoup, ça va être les jumeaux numériques. Là encore, le terme récent représente des concepts anciens et c'est davantage dans le futur qu'il devrait prendre une composante attendue par les industriels, de plus en plus attendue, à savoir le temps réel. Aujourd'hui, il y a un petit décalage entre les solutions et ce qui se passe sur le système de production. Et enfin, donc dans les technologies que j'avais mentionnées ici, la fabrication additive, donc les fameuses imprimantes 3D qui sont capables de faire des pièces en plastique, en métal. Récemment, je voyais même une imprimante 3D qui imprimait du verre. Donc voilà, elles ne sont pas forcément adaptées à de la production de masse, mais elles vont permettre une certaine flexibilité de maintenir la production de certaines pièces à la demande. Donc on voit aussi que là, pour du service après-vente, pour continuer de mettre à disposition des utilisateurs certaines pièces qui ne sont plus produites en série, ça peut avoir un intérêt. Donc, si toutes ces technologies elles sont bien sûr alléchantes, elles se développent rapidement, il faut quand même faire attention un peu à l'effet commercial. Il faut toujours faire attention à ces choses-là, mais qui vendent parfois plus un rêve qu'une réalité. Et la déception de certaines entreprises pourrait, à mon sens, avoir des conséquences sur le long terme, notamment quand certaines technologies seront matures, mais qu'on ne voudra plus retenter notre chance. Et il faut aussi penser que, penser un peu de manière systémique, la technologie, elle nécessite de la produire. Donc, nous utilisons des ressources, souvent rares, humainement discutables, sans réel recyclage des objets passés. Donc voilà, c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir sur la production. Et un des points notamment assez importants sur la production, ça va être non pas sur les aspects technologiques uniquement, mais sur les aspects organisationnels. Donc, on va parler par exemple de systèmes de production reconfigurables. Donc, on voit par exemple des entreprises qui ont su, avec plus ou moins de succès, reconfigurer l'outil de production pour produire des masques, des respirateurs, des visières dans la situation actuelle. Et certains de ces objets sont non conformes. On a eu le cas par exemple des gels hydroalcooliques là, récemment rappelés, ou alors des respirateurs non adaptés à cette maladie. Et ça, c'est un peu parce que ces systèmes n'ont pas été pensés à la base pour répondre à un besoin de production spécifique. Enfin, ils ont été pensés pour répondre à un besoin de production spécifique. Donc maintenant, si on réfléchit dès la conception de manière modulaire, on peut être en mesure de faire évoluer le système de production de manière radicale en fonction des besoins des utilisateurs, des usagers, des clients. Donc, il faut que ce soit bien sûr réfléchi, et je crois que la crise actuelle aura permis de se rendre compte qu'il est nécessaire d'avoir une flexibilité de l'outil de production. Et cette flexibilité passe aussi évidemment par la formation des personnels, pour pouvoir réaffecter les personnes de manière dynamique. Imaginons Paul qui est au poste de fraisage et il est malade. Si vous n'avez personne d'autre capable d'assurer, et je ne parle pas d'un expert, mais à minima la production pendant quelques jours là-dessus, vous mettez presque votre usine à l'arrêt. La question se pose alors de savoir qui former. On peut difficilement former tout le monde à tout, mais il y a des compromis à trouver. Et aussi, quand on parle de production, il ne faut pas penser que production de biens. Il y a aussi les services, bien sûr. Mais un point qu'on oublie souvent, c'est l'agriculture, par exemple.
Donc, on voit qu'on peut être assez dépendant des autres pays dans notre consommation et on voit aussi qu'on peut mettre en place des chaînes d'approvisionnement nationales. Donc, on va pouvoir réintégrer certaines productions de manière nationale. Enfin, c'est à souhaiter. Donc, ça mérite d'être exploré, en tout cas pour rendre notre mode de vie plus robuste, plus résilient. Et un des points qu'a montré cette crise aussi, c'est que la production, elle est très fortement dépendante de l'homme. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'homme dans l'usine, vous ne sortez rien. Qu'elle soit automatisée, non automatisée, c'est du pareil au même. Donc, il ne faudrait pas que ça donne de mauvaises idées à certains de vouloir créer des usines sans hommes, tout automatisées, capables de fonctionner toutes seules. Déjà parce que bon, la machine a davantage besoin de l'homme que l'inverse, du moins aujourd'hui, pour quelques années encore, j'espère. Et de deux, parce que ça sous-tendrait qu'il faut en permanence être en capacité de produire. Et ça, c'est un leurre. Alors bien sûr, on ne peut pas s'arrêter de produire, il faut produire mieux et moins. Et on est nombreux à penser ça, des personnes bien plus médiatisées que moi le disent. Un acteur médiatisé, Aurélien Barraud par exemple. Le fait est qu'aujourd'hui, environnement et production sont négativement corrélés. Et si vous pensez au recyclage, vous pourrez aller voir, j'ai vu récemment un article très intéressant d'une entreprise, La Boucle Verte sur Toulouse, qui a arrêté son activité. Donc, si vous n'êtes pas trop dépressif, vous pouvez aller lire ce qui s'est passé. Ça est assez affligeant, mais ça reste très intéressant et très enrichissant justement d'avoir ces retours d'expérience. Et donc, sur les évolutions organisationnelles, vous pouvez aussi lire si ça vous intéresse. Je pense que Martine, on pourra peut-être donner des éléments supplémentaires. Un livre qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, où on parle de changer les pyramides hiérarchiques dans l'entreprise, d'aller plus loin vers l'entreprise libérée. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est des sujets qui sont très, très intéressants. Donc, sur le volet formation maintenant, on a bien sûr, sur le point académique, un certain nombre de formations à disposition, pour aller du technicien à des postes d'ingénieur, de manager. Alors, parfois, on va arriver à ces postes sur le tas, au fil des expériences qu'on aura pu acquérir. Et donc, ces formations sont supportées par, ces possibilités d'emploi sont supportées par des formations du type CAP, brevet professionnel, et ça va jusqu'au Bac+8. Des formations qui sont très, très étendues avec un spectre important. Dans ces formations, formation d'ingénieur bien sûr, aussi les masters spécialisés, comme celui qui a été monté, un peu de placement de produits, à Mines Saint-Étienne, donc le master sur le management de la transition industrielle, où on aborde bien sûr toutes ces problématiques. Un point qui me semble très très important, c'est parfois un peu mis de côté, c'est la formation en communication. Alors ça peut paraître étonnant d'en parler comme ça, mais on voit qu'aujourd'hui, bon, l'homme est indissociable de la production, et qui dit homme dit communication et incompréhension. On ne fonctionne pas tous pareil. Vous allez dire vert à quelqu'un, il va comprendre rouge, pas seulement parce que, pas daltonien, mais en tout cas, on a notre propre prisme et on n'a pas la même carte du monde. Donc, ça veut dire qu'on peut bien sûr travailler ensemble, mais il faut savoir ces petites choses et surtout communiquer, pas laisser des choses en suspens. Donc, il faut se former à ça. On n'est pas tous excellents en communication dès le début. C'est quelque chose qui s'apprend. On fait des erreurs, on tâtonne, etc. Mais c'est toujours un bon investissement. Et du coup, l'investissement, c'est quelque chose qui est très important. Il faut investir sur soi. Ça, je suis pas forcément un très bon commercial, mais il y a toujours des retombées positives. Donc, en fait, il faut lire, se former par soi-même. Je me rappelle d'un collègue là, qui me disait en France, personne lit. Sous-entendu, vous pouvez bien faire n'importe quoi, personne ne viendra vous ennuyer. Alors, c'est évidemment pas un bon calcul. Donc, il faut lire, regarder ce que font les autres, pas être nombriliste. On a tendance à être un petit peu nombriliste parfois, à l'échelle générale, nationale. Il y a des choses qui marchent très bien à l'étranger, d'autres non. Donc, on ne peut pas transposer ça au système français parce qu'on a une culture, un passif différent. Mais on peut repenser certaines choses pour les adapter à notre mode de vie. Donc, on ne peut pas avoir connaissance de bonnes idées venues d'ailleurs sans s'informer, sans se former. Et donc, moi, je pense que dans l'industrie, il y a une place pour tous, quelles que soient nos origines, nos compétences, nos aspirations aussi. On me questionnait par exemple sur la place de la femme dans l'industrie. Moi, je pense, c'est peut-être un biais personnel, mais je ne fais pas vraiment la distinction entre un homme et une femme dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel aussi. Mais tout ça pour dire que ce qui est important, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont efficaces, qui travaillent bien et qui sont au poste qui leur correspond. Donc après, les problématiques de sexe, pour moi, c'est un truc qui n'a pas sa place dans l'entreprise. Donc voilà.
Merci Martine. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu aux Merci. questions. J'ai parcouru un peu le spectre, je pense. Bah, écoute, de toute façon, c'est le but ce matin, c'est de déjà donner une vision un petit peu globale. Après, à travers les questions des participants, on peut toujours un petit peu développer tel ou tel point. Et sinon, de toute façon, on peut aussi renvoyer au MOOC qui donne un panel de ressources quand même très, très large. Merci beaucoup, Damien, pour ta présentation. Et avant de laisser la parole à notre prochain intervenant, une petite question pour faire la transition et pour savoir aussi, pour vous, quelles sont les nouvelles technologies qui vont faire évoluer l'industrie. Alors, c'est plus un petit sondage pour savoir finalement qu'est-ce que vous en pensez. Alors, on voit qu'effectivement, la source d'innovation est en compétition avec le fait de rendre les opérateurs plus autonomes et responsables. Alors, on peut dire effectivement aussi qu'à travers cette crise, on voit, et aussi à travers le développement du télétravail, que justement, c'est aussi tous ces moyens technologiques nous permettent de nous rendre plus autonomes et plus responsables. Donc, c'est vrai que c'est aussi un petit peu ce qui apparaît en ce moment. Allez, sans transition, on va passer à Jean-Baptiste Vidal pour nous parler de supply chain. Bonjour à tous. Alors, ce premier slide, il est là pour positionner le thème du supply chain management, parce que c'est un thème qui est finalement peu connu encore actuellement et qui va prendre un nouveau visage à travers l'industrie 4.0. Donc, il s'avère que c'est une thématique ancienne qui consiste à piloter principalement dans une entreprise les flux physiques et les flux d'informations. Et donc, typiquement, quand on veut le représenter sous forme de schéma, c'est ce que vous voyez un petit peu en haut à droite, c'est l'art de concevoir, prendre des décisions sur, par exemple, comment gérer 3 processus majeurs qui sont, à l'échelle d'une usine, l'approvisionnement, avec qui je travaille pour acheter des matières premières, acheter des composants dont j'ai besoin pour produire. On vient de voir une excellente présentation, un zoom sur ce qui globalement correspond à la brique production, donc produire. Puis ensuite vient une autre problématique qui consiste à distribuer le produit. Parce que concrètement, quand vous achetez un bien quelque part, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un produit de qualité là où vous le voulez, quand vous le voulez, et avec une qualité qui soit suffisamment représentative de ce que vous attendez. Et donc, le supply chain management, c'est donc une thématique qui représente la capacité de coordonner ce qu'on va appeler les flux physiques, les déplacements des pièces. Donc, le schéma en bas vous montre ce que fait un produit pour arriver jusqu'à chez nous, le commun des mortels. Ça va souvent partir de mère nature pour passer par plusieurs entreprises, usines qui vont transformer ces éléments, passer dans des usines qui vont être, ce qu'on appelle manufacturer, ça va être celui qui va assembler le produit tout à la fin, d'accord. Et ensuite, il y a encore toute une vie qui consiste à distribuer les produits. Et cet art-là existe depuis que l'industrie existe. Okay, on parle de choses qui existent depuis 60, 80 ans, voire une centaine d'années si on remonte à la base de l'industrie automobile. Et aujourd'hui, c'est un art qui est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'avec la globalisation du monde, avec tout ce qu'on a vu autour des… avec tout le potentiel qui avait déjà été amené par la technologie, on va dire aujourd'hui traditionnelle, les années 80, il y a eu la robotisation, l'informatique dans les années 90, etc. Eh bien, on a vu d'énormes, de très nombreuses entreprises monter en puissance et des marchés qui deviennent très concurrentiels. En clair, aujourd'hui, une entreprise, si elle veut pouvoir être compétitive, eh bien, il faut qu'elle apprenne à gérer ses flux, voilà, qu'ils soient flux physiques, déplacement des pièces, ou décisionnels, parce qu'un flux physique, c'est la conséquence d'une décision, qu'elle soit prise pour quoi acheter, quand produire, quoi produire et en quelle quantité produire, pour vous donner des exemples. D'accord? Donc, ça, c'est pour repositionner les choses. Et donc, l'environnement, il y a un petit terme qui s'appelle VUCA en anglais, qui veut dire en gros, c'est très difficile d'anticiper, il faut savoir réagir vite et être agile. D'accord? Et ça, c'est un contexte dans lequel sont les entreprises depuis, grosso modo, une bonne trentaine d'années. Ça devient de plus, c'est en emphase, par exemple, avec la crise du Covid.
il s'avère, et c'est pour ça que je repositionne un petit peu ce qu'est la thématique du supply chain management, que beaucoup d'entreprises, malheureusement, n'avaient pas pris conscience de ça et n'avaient pas forcément mis en place un certain nombre d'actions et de connaissances et de métiers qui existent dans certaines entreprises les plus compétitives aujourd'hui, qui peuvent faire face aussi à des situations de crise et que pourtant, il y avait un corpus de connaissances qui tourne autour de ça. Martine? Oui, voilà. Merci. Alors, là, il y a alors, je ne sais pas si vous pouvez cliquer encore une fois. Il y a plus l'animation? Non, Pas il n'y grave. a pas Alors, l'animation. Non. c'est pas grave. Alors, le schéma en bas à gauche, le but n'est pas de le lire, c'est un schéma assez classique dans lequel on retrouve l'ensemble des… il était fait par un cabinet qui avait comme objectif d'essayer de montrer tout ce qu'on incluait dans l'usine 4.0. Parce que techniquement parlant, le supply chain management, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est des packages de connaissances qui permettent et de métiers, d'accord, qui permettent de piloter les flux et de prendre des décisions qui nous permettent de nous adapter. Okay, et donc, ce que je voulais représenter, c'était surtout pour les plus jeunes qui présentent ce MOOC, c'était le fait que la supply chain, ce n'est pas nouveau. D'accord, il y a plein de métiers qui existent déjà avec des gens qui soit dans l'approvisionnement, dans la production, dans les entreprises de distribution, contribuent à travailler autour de ce thème. Et en gros, c'est des compétences que je représentais par un Pokémon de base. D'accord, donc, on peut déjà jouer avec une carte de Pokémon de base et on a quelques compétences. Et quand on maîtrise les corpus de connaissances qu'il y a autour du supply chain management, eh bien, on est un acteur qui est potentiellement de niveau 1. Voilà, on a évolué. Et donc, ça, ce n'est pas industrie du futur, ce n'est pas nouveau. D'accord ? Simplement, il s'avère que, surtout pour ceux qui sont restés au niveau Pokémon de base, devoir mener des combats de compétitivité dans des arènes où vous avez des Pokémon de niveau 1 ou de niveau 2, c'est plus ou moins compliqué. D'accord ? Et que grosso modo, l'usine 4.0, l'industrie du futur, grosso modo, si on regarde dans le schéma, alors j'avais prévu des petits carrés qui représentaient un petit peu les éléments, mais on voit que le supply chain management touche un peu à tout. C'est surtout transverse. Ça va dépendre de ce que vous êtes en capacité de faire en production, ça va dépendre de ce que vous êtes capable de faire en approvisionnement, vos compétences de maintenance, mais plus vous êtes évolué, plus vous avez de possibilités de prendre des décisions, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir prendre les bonnes. Et donc, l'usine 4.0, l'industrie du futur, ça apporte des possibilités, surtout sur l'évolution des flux physiques. On va ce que j'ai appelé l'approche matérielle et je vais vous donner quelques exemples. Et puis, ça change aussi la donne en termes de manière de s'organiser. Okay, et donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que, grosso modo, si vous me demandez quels sont les métiers qu'il y a derrière le supply chain management aujourd'hui, vous en avez à tous les niveaux, que ce soit technicien, que ce soit cadre, enfin en tout cas cadre intermédiaire, cadre, et qui nécessite de coordonner, suivant des périmètres d'action plus ou moins élaborés, vastes, tout ce qui va être de l'ordre de prise de décision pour générer les flux. Sauf que comme on change la nature même des flux avec l'apport de technologie, ça ouvre des champs des possibles et donc ça devient encore plus compliqué à prendre des décisions. Et donc, en gros, celui qui connaît les possibilités offertes par les derniers mouvements de ces 10 dernières années qu'on a appelé l'industrie du futur et qui sait les intégrer, grosso modo, il est représenté par ce fameux Pokémon Tortank de niveau 2 avec l'idée que, grosso modo, je vais pouvoir jouer avec des compétences, avec des choses que mes concurrents n'ont pas. Et de ce fait, même face à une crise comme le Covid, finalement, j'aurais peut-être à subir des dégâts, mais je me retrouverai dans une situation où je saurais réagir vite et bien pour pouvoir prendre en compte ma réalité et avancer. Martine, s'il vous plaît. Oui. Et donc, bon, là, le but, parce qu'il y aurait tellement à dire sur ce sujet-là, ce serait de vous présenter un petit peu des éléments, on va dire, qui pourraient être tagués industrie du futur. Donc, pour ce qui est de l'amélioration des flux physiques, on a plein d'exemples qui vont correspondre à des compétences que toute personne travaillant autour du supply chain en entreprise doivent acquérir et comprendre, parce que ça offre des possibilités. Là où, par exemple, dans les centres de distribution, c'est des exemples qui sont sur la gauche, vous aviez auparavant des hommes et des femmes, et vous aviez du matériel, par exemple des chariots élévateurs ou des choses de ce type-là. On va voir arriver la possibilité d'accompagner le travail avec des drones. Et ce n'est pas les images que vous voyez là, ce ne sont pas des images de gens qui vendent des drones. Ce sont des images tirées d'une société qui les a déjà mis en œuvre. Elles datent d'il y a 2 ans. C'est ça la réalité. Donc, c'est des essais.
le mal nommé industrie du futur, ce serait l'industrie de maintenant qu'il faudrait dire concrètement. Et donc, ça change la donne. Par exemple, ça veut dire qu'on a le choix. Est-ce que pour aller regarder qu'est-ce que j'ai dans un entrepôt, ce que j'ai dans un rack, est-ce que je demande à ce que ce soit un humain qui aille le faire ou est-ce que je laisse une machine le faire, donnant le temps, et là c'est très important, je souscris complètement à ce qui a été dit juste avant, donnant le temps à l'humain, par exemple, de faire des tâches plus complexes et de réfléchir à comment les faire mieux, ce qui permet en plus d'être vertueux et d'amener un petit peu des armes à la compétitivité. Si une entreprise décide de simplement se séparer de son salarié, il va gagner à court terme, mais à moyen et long terme, il y a très peu de chances qu'il en sortent tirés par le haut. C'est ce qu'ont démontré des groupes comme Toyota dans l'automobile qui ont énormément investi. Alors la thématique représentative de tout ça, c'est ce qu'on appelle le Lean Management, et qui, entre guillemets, enfin en tout cas le vrai Lean, et qui amène à sortir là-dessus. Donc on a des exosquelettes, des éléments. Il y a nos startups et les fabricants habituels de robotique ont tous investi ce champ-là et proposé plein de solutions assez simples, mais qui viennent changer le flux et qui sont des spécificités à prendre en compte et des possibilités qu'il faut gérer. Donc, ça complexifie encore les choix à faire. Est-ce que je mets un robot? Est-ce que je n'en mets pas? Qu'est-ce que ça change en termes de délai? En général, ça raccourcit les délais. Ce qui fait qu'on va plus vite, donc il faut prendre en cours des décisions beaucoup plus vite. Et ce qui met en tension tous les acteurs qui doivent prendre des décisions. Vous avez l'exemple des chariots qui vont se déplacer automatiquement et qui vont amener de l'agilité dans le système. Martine, pour la dernière slide. Voilà, et donc il y a aussi le champ de l'amélioration de tout ce qui est organisationnel. Et là, c'est pareil, il va y avoir le fait qu'avant, pour prendre des décisions, on avait du temps, on se mettait dans un bureau, on avait, voilà, à base de données, on faisait des extractions, on essayait d'avoir par exemple, connaître les niveaux de stock, quel est le choix qui va être le plus important en termes de planification pour les quelques jours à venir. Et donc, dans le corpus des connaissances du supply chain management, il y a des méthodes avancées qui nous permettent de faire ça bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ne savent pas encore, ils ne sont pas encore Pokémon de niveau 1, ne savent pas encore forcément le faire correctement. Mais pour ceux qui savent déjà le faire, l'industrie du futur apporte des solutions qui ouvrent du champ des possibles. Vous avez par exemple des gens qui réfléchissent, et les travaux, les images qu'on voit en haut à droite, sur réfléchir à la manière dont on déplace les objets à l'échelle du monde, comme on déplace l'information sur Internet. Donc, parce que la manière dont on a codé le transport de données pour que tout ça se fasse rapidement, vous voyez là, on est cuit réparti peut-être en Europe, sur différents endroits, tout le monde chez soi, et l'information vidéo là, qui est captée par mon ordinateur, elle arrive chez vous. Et les choix qui ont été faits technologiques, en fait, quand on les transpose, ça s'appelle mince, j'ai mangé le mot. En tout cas, c'est l'Internet des objets, c'est-à-dire regarder un petit peu comment tout ça fonctionne pour se dire, tiens, et s'il transposait ça physiquement dans la réalité, qu'est-ce que ça donnerait? Et ça, on se rend compte que ça ouvre des possibilités intéressantes. Vous avez le fait d'avoir des éléments matériels qui vous offrent des informations qu'on n'avait pas avant. Typiquement, là, l'image que j'ai mise qui est en plein milieu, c'est un petit carré et qui, contrairement à beaucoup de solutions technologiques qui existent, est passif. Donc, c'est un bout de matériau. Vous le mettez à un endroit et vous pouvez savoir à 10-15 mètres près où se trouve ce tag. Ça a été développé pour l'aéronautique qui, alors ça peut paraître cocasse, mais en gros, arrivait à perdre dans les kilomètres carrés d'usines qu'ils avaient des ailes. Parce qu'on a des stocks et par exemple, typiquement, quand on a un stock, on ne sait plus où il est, on l'a payé et on ne peut plus le vendre, on perd du temps par rapport à des clients. Et être agile, c'est savoir où sont les choses, par exemple. Et c'est ça qu'apporte comme possibilité l'industrie 4.0. Et puis, je terminerai sur un point assez sympa, qui est par exemple le fait que le supply chain management traditionnel ne sait pas forcément bien gérer la notion de risk management. Ça a été pour ceux qui ont suivi le MUC mis en avant, et c'est vraiment une réalité, c'est que l'art du futur du supply chain management, c'est aussi d'intégrer des données d'information qu'on n'avait pas avant et qu'aujourd'hui on arrive à capter assez rapidement, que ce soit par les jumeaux numériques, que ce soit sur la connaissance de notre flux physique en temps réel, et de prendre des décisions en conséquence en évaluant plusieurs champs de scénarios. Une crise, ça peut arriver. Une usine, ça peut brûler. J'ai en tête une PME qui est en avance un peu dans son temps dans les entreprises autour de ces sujets-là. Donc, ils ont investi le Lean, le Supply Chain Management. Ils ont brûlé au mois de mars 2018. Ils ont reconstruit en juin 2018, d'accord, et ils en sont tirés avec un chiffre d'affaires augmenté de 20%. Donc, ce que le Covid met en avant aujourd'hui, c'est surtout en tension des entreprises qui n'ont pas su investir ces champs suffisamment tôt pour avoir le temps d'avancer. Et
ça m'amène. Donc, c'est un art, ça a toujours été un art compliqué dans lequel aujourd'hui on peut réfléchir à l'utilisation de la réalité virtuelle, de voir en 3D via non pas la simulation, mais vous avez des situations complexes. Il faut les représenter sur quelque chose qui est intelligible. Aujourd'hui, les gens prennent des décisions sur des indicateurs à plat, 2 axes sous Excel, et c'est tout. Alors qu'on peut imaginer quelque chose comme si on était. C'est l'idée de vous mettre comme dans un jeu vidéo. Et les gens recherchent le meilleur compromis pour vous dire, voilà, si vous vous déplacez à droite, c'est comme si vous preniez un champ de décision qui allait dans un sens. Voilà, donc ça a toujours été un art difficile, le supply chain, quel que soit le niveau auquel on le pratique, mais c'est quelque chose qui est percutant pour les entreprises parce que ça apporte des solutions à un contexte qui ne va pas se simplifier. Voilà, le Covid n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais si ce n'était pas le Covid, c'est la compétitivité internationale et ça nécessite que les entreprises accaparent ce sujet-là. Dernière slide. Alors, je vais aller très vite. En gros, pour reprendre l'allégorie, parce qu'on nous demandait de parler un peu des formations, vous pouvez soit, si vous êtes encore à l'école, vous orienter vers des bac+2, bac+3, bac+5. Il existe des DUT, il existe des BTS, il existe des licences pro pour ceux qui ont déjà le niveau, il existe des écoles d'ingénieurs, des masters spécialisés en supply chain management qui, en gros, vous donnent du potentiel. C'est un peu comme commencer comme un Pokémon de base, mais de génération EX. On a plus de compétences, on n'a pas encore prouvé qu'on était capable, mais on part bien. Et la meilleure école, c'est quand même celle du terrain. Vous êtes nombreux à être issus du monde industriel, peut-être en reconversion. Écoutez, il faut être curieux. Il y a des associations professionnelles, j'en ai cité quelques-unes. Vous avez des magazines. Il faut citer quand même Supply Chain Magazine, qui a un site web et une newsletter assez dense. Les salons internationaux, alors ce n'est pas style, là, c'est parce que c'est le télé, c'est style STILL, j'ai fait une petite faute. Le Supply Chain Event, Smart Industry, les réseaux sociaux pour se tenir au courant. Voilà. Et ce qui vous permettra d'évoluer sur le terrain et de devenir un méga Pokémon EX. Voilà, bon, j'espère que ça aura parlé comme exemple. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'était consacré. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'était bien, c'était complet, c'était riche, surtout pour une notion qui n'est pas toujours, on va dire, très familière et très connue. Donc là, un éclairage, en tout cas, très intéressant. Et avant de passer au prochain secteur, une petite question que je vous soumets sur la supply chain pour voir si vous avez été attentif à ce qu'a dit Jean-Baptiste. Je vous laisse répondre. Voilà, pour ceux qui avaient répondu ces 3 types de flux informationnels, financiers, physiques, eh bien, c'était les bonnes réponses. Je laisse la parole tout de suite à Karine Kalfan, qui est maître de conférence à l'IUT Louis Pasteur de Schiltigheim et qui est professeur en maintenance, au pôle maintenance de cette IUT. À toi, Karine. Merci Martine. Alors, ça va venir un peu en complément de ce qui a déjà été dit, puisque la maintenance est une fonction logistique, parce que tous ces dispositifs, pour qu'ils soient opérationnels et fonctionnels, il faut une maintenance, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, quelle que soit l'installation, dès qu'il y a une installation, il faut une maintenance. Alors, une petite définition normalisée de la maintenance, parce que souvent, beaucoup de personnes ont des images. On pense bien à l'aspect technique et on s'arrête là. Mais en fait, la définition normalisée de la maintenance, c'est l'ensemble de toutes les actions techniques, nous sommes d'accord, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Et dans cette définition, on retrouve bien les 2 grandes familles de maintenance. Maintenir, c'est la maintenance préventive, et rétablir, c'est la maintenance corrective. Alors souvent, je pose la question à mes étudiants, que je salue d'ailleurs, parce qu'ils sont là. Quelle est la mission de la maintenance pour vous en quelques mots? Eh bien, en fait, la mission de la maintenance, c'est la garantie de la disponibilité. Alors, question suivante, qu'est-ce que c'est que la disponibilité? De manière très simple, c'est d'avoir l'assurance que le bien est opérationnel quand on en a besoin. Alors, quand on n'en a pas besoin, on pourra faire les opérations nécessaires pour qu'il soit opérationnel quand on en a besoin. Alors, les outils de la maintenance ont bien évolué et je l'ai résumé sur cette diapo. Donc, la diapo au centre montre les objets connectés. Alors, on va en parler un peu plus tard. Donc, il dit objets connectés. Évidemment, ça change un petit peu des outils traditionnels
qu'on avait en maintenance et ce sont des outils en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? En haut à gauche, on voit l'utilisation des ultrasons. On a parlé de la maîtrise énergétique. Ben, les ultrasons permettent de traquer les fuites d'air comprimé. Et quand on pense qu'un trou d'1 millimètre sous cette barre, c'est de l'ordre de 400 € hors taxe qu'on envoie dans l'air, donc ça commence à devenir intéressant. Les ultrasons sont utiles pour l'optimisation du graissage, par exemple, également, puisqu'on a souvent tendance à surgraisser. Alors, on a parlé ensuite donc, de réalité virtuelle. Donc, il y a la réalité virtuelle et augmentée. La réalité virtuelle, on est dans un environnement complètement virtuel, alors que la réalité augmentée, on va rajouter des informations par rapport à ce que vous pouvez voir à travers votre portable ou votre tablette. Il y a eu une petite question tout à l'heure sur les jumeaux numériques. Ben, le jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle de votre usine. Et lorsqu'on est à l'intérieur de cette usine en virtuel, on peut voir bien sûr les aménagements, comme l'a dit Jean-Baptiste Vidal, mais aussi se rendre compte qu'il y a des endroits où on ne pourra pas y accéder pour la maintenance. Aujourd'hui encore, on entend des remarques du genre, et je vous passe les jurons, ça a encore été conçu par un ingénieur. Ça veut dire que l'aspect maintenance n'est pas intégré au moment de la conception. Par contre, quand on parle de soutien logistique intégré, on va justement penser à la maintenance dès la conception. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi encore ici? La thermographie infrarouge, c'est l'image qui est en bas à droite. La thermographie infrarouge permet de recueillir le rayonnement et surtout, en maintenance, ça va être intéressant pour détecter des points de chaleur. Quand on pense que 30 à 35% des incendies sont d'origine électrique, c'est quand même intéressant d'utiliser ces outils. Alors, cette image est un peu amusante puisque vous voyez sur l'image infrarouge la trace de la main. Il y a autant d'interprétations que de personnes à qui on pose cette question. Quand c'est des garçons, ben, c'est le garçon qui a commencé par mettre la main sur la dame et lui a collé une claque. Et si c'est une fille, ça peut être aussi l'inverse. Hein. Donc, sans données, on peut raconter n'importe quoi et c'est valable pour tous les outils qu'on peut rencontrer. On voit également les drones qui apparaissent. Alors, pour les drones, en tout cas en maintenance, il commence à y avoir des qualifications. Alors, le drone, on l'appelle parfois jumelle déportée. Pourquoi jumelle déportée? Ben, on va pouvoir aller regarder, inspecter des cheminées, inspecter des barrages, inspecter des lignes électriques, des lignes de chemin de fer. Même pour les avions, on peut scanner les ailes d'avion et voir s'il y a besoin de mettre en place de la logistique pour aller intervenir, parce que, évidemment, avec l'aspect sécurité, un échafaudage, ça ne se monte pas comme ça en 2 minutes. Donc, ça fait partie des qualifications et des outils qui arrivent. Alors, on voit les objets connectés, donc qui dit objets connectés, puisque les capteurs, qu'ils soient filaires ou non, sont devenus abordables. Donc, les objets connectés vont générer de la donnée et donc, évidemment, on parlera du big data et le big data fait aussi partie des préoccupations de la maintenance. On en parlera juste après. Alors, qui dit capteur, Internet des objets, en général, il faut toujours avoir en tête les aspects de cybersécurité. Vous avez tous entendu ou vu dans les journaux les attaques qu'il y a pu y avoir. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais il faut absolument l'intégrer dès le départ. Ces aspects de cybersécurité peuvent complètement paralyser une usine. Donc, le big data, et comme Jean-Baptiste l'a montré dans sa diapositive où il résumait l'industrie du futur, la maintenance fait partie des briques essentielles de l'industrie du futur. Alors, parfois, vous entendrez parler de maintenance prédictive. En fait, c'est une erreur de traduction, puisqu'en français, c'est maintenance prévisionnelle, prédictive maintenance en anglais. Et c'est une norme française et européenne. Un de mes interlocuteurs responsables maintenance disait, en fait, la maintenance, c'est comme la météo, on y fait des prévisions. Oui, on ne parle pas de prédiction météo. Donc, c'est bien de corriger. Alors, je vous rassure, hein, sur le net, vous en trouverez des tonnes et des tonnes sur la maintenance prédictive. Bon, enfin,
pourquoi pas. Nous ne sommes pas Madame Irma. Le jour où j'aurai un chapeau pointu, on parlera de prédictif. Alors, Martine, donc tous ces outils pour la maintenance évoluent, mais il faut bien garder en tête que la maintenance manuelle reste incontournable. Même si vous avez des robots, à un moment, il va falloir intervenir et faire la maintenance. Donc, souvent, on me pose la question, mais comment est-ce que vous allez révolutionner vos formations? Alors oui, les outils évoluent, mais les compétences de base resteront identiques. La robotique, la cobotique. Alors la cobotique, c'est les robots collaboratifs, c'est-à-dire qu'on peut être à proximité du robot, alors que dans la robotique, il y a une cage. L'automatique, la mécatronique, qui est le mélange de la mécanique et de l'électronique. Les machines-outils sont devenues multifonctions, c'est-à-dire qu'elles sont prééquipées de capteurs. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ces capteurs. La fabrication additive, en fait, c'est les impressions 3D. Donc là, ça évolue énormément. Les drones, on en a parlé. Et donc, comme la fabrication additive évolue, du coup, il y a une partie matériaux et procédés d'assemblage qui, bien sûr, arrivent dans les préoccupations de la maintenance. Alors, le numérique, le digital, comme vous avez pu le voir, il est au cœur des révolutions dans l'industrie. Et donc, je dirais, soyez curieux. La maintenance, plus qu'un métier, une passion. Soyez curieux. Donc là, vous avez le site paul-maintenance.fr. Vous y retrouverez des conférences qu'on organise sur des thématiques maintenance chaque année. Bon, cette année, c'était un peu difficile, mais vous y trouverez également notre chaîne YouTube qui vous donnera un peu une idée de ce qu'on peut faire en maintenance. Et dans le cadre du Covid, bien entendu, en tout cas, toutes les entreprises agroalimentaires ont été fortement sollicitées et donc la maintenance également. Donc voilà, je vous dirais la maintenance, plus qu'un métier, une passion. Et j'ai tenu. Merci Karim. Et en complément, j'invite tous les participants à aller justement sur le site que tu as indiqué pour y retrouver l'ensemble des replays de la conférence Innova sur la maintenance qui a lieu chaque année, qui est chaque année une découverte des nouvelles technologies qui sont introduites dans la maintenance, qui sont présentées par des professionnels et qui sont tout à fait intéressantes et passionnantes à suivre. Même pour ceux qui ne sont pas du tout spécialisés dans ces domaines, on apprend beaucoup de choses. Donc, je ne peux que vous inviter à regarder l'ensemble de ces replays qui sont vraiment très bien. Avant de partir vers le Big Data, je vais encore vous solliciter pour une petite question. Qu'est-ce que la maintenance englobe comme type d'activité? Je vous laisse répondre. Alors, voilà, les trois, effectivement, bonnes réponses. Prévention, réparation et amélioration. Et on file tout droit au Big Data avec une présentation de Bruno Defut, qui est enseignant-chercheur en gestion de données massives à Télécom Sud Paris. À vous, Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va quitter un tout petit peu le monde, je dirais, classique de l'industrie pour aller vers le Big Data. Et bien sûr, le Big Data, il est présent partout. Il est présent dans l'industrie du futur, mais il n'est pas présent que là. Il est effectivement assez ubiquitaire aujourd'hui. Et on va donc effectivement regarder ce que le Big Data peut apporter à l'usine du futur. Alors là, on va rester très proche, je dirais, de l'industrie, de manière périphérique. Il a aussi un intérêt, par exemple, il peut aider à mieux comprendre la demande qui est issue du marché. Il peut aider aussi à mieux comprendre le retour des utilisateurs sur des produits. Mais là, on va regarder beaucoup plus ce qui se passe au niveau de l'usine. Alors, il y a deux grandes attentes, disons, en termes d'usine de production autour des Big Data. Une première, c'est toute la problématique d'optimisation des chaînes de production. Et pas que des chaînes d'ailleurs, d'optimisation complète, je dirais, du cycle de vie des produits. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'on va être capable effectivement d'instrumenter très très finement ce qui se passe au niveau de l'outil de production. Alors on a parlé de jumeaux numériques, mais pas que. Dès qu'à partir du moment où on va être capable d'instrumenter, de remonter des informations
donc de tous les éléments qui interviennent dans la chaîne. Et avec des grains assez fins, on va être capable effectivement d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et donc être capable effectivement d'avoir des méthodes d'optimisation qui vont améliorer un certain nombre d'éléments. Alors, on attend bien sûr des améliorations en termes d'efficacité, être capable de produire plus vite, par exemple. On attend des améliorations éventuellement en flexibilité, être capable mieux capable de faire bouger, donc aller vers l'atelier flexible, c'est une vieille notion, mais donc apporter une pierre à cet édifice de l'atelier flexible. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, la problématique d'énergie est une problématique importante. Et là aussi, alors, c'est à double tranchant, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le big data, c'est également entre 7 et 10% de la consommation énergétique mondiale. Donc, on veut optimiser de l'énergie avec une technologie qui en consomme beaucoup. Donc, il va falloir se poser la question du rapport qualité-prix. Mais on peut attendre des choses par rapport à ça. Alors, l'autre élément, on en a déjà beaucoup parlé, hein, c'est la maintenance prévisionnelle. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Alors, dans le domaine du big data, on sait qu'on fait de la boule de cristal, donc on n'hésite pas à parler de prédictif. Donc, on sait bien que nos modèles, ils ne sont pas toujours forcément très, très valides. Donc, on se permet de faire de la prédiction. Alors, on espère que de temps en temps, la prédiction devient réalité. Et donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a beaucoup d'informations qu'on est capable d'acquérir sur des équipements, eh bien, ça va devenir un peu plus facile de caractériser des situations normales ou anormales, et notamment des débuts de défaillance, et donc d'anticiper effectivement des problématiques de défaillance avant qu'elles n'arrivent complètement. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on arrive à faire, encore une fois, parce qu'on a une meilleure qualité d'information, d'acquisition de l'information. Vous pouvez passer au transparent suivant, Martine. Alors, pour faire ce big data, alors déjà, il faut penser que big data, ce n'est pas simplement la fin de la chaîne, c'est-à-dire tous les métiers dont on parle beaucoup aujourd'hui, data scientist, etc. Puisque avant de traiter les données, il faut les avoir. Et donc, pour les avoir, eh bien, il faut déjà les acquérir. Donc, il y a toute une partie instrumentation. Donc, il faut acquérir des capteurs. Alors, des fois, les capteurs, il faut les concevoir. Hein. Donc, c'est ces capteurs qui vont effectivement acquérir l'information utile. Donc, il y a besoin d'électroniciens pour construire ces nouveaux capteurs. Il faut les construire dans des logiques de maîtrise des coûts, d'énergie, etc. Il faut les déployer. Donc, où est-ce qu'on les installe, comment on les installe, etc. Ensuite, il y a toute la partie remontée de ces informations de capteurs. Donc, il faut effectivement… Alors, on a parlé de la 5G tout à l'heure, mais elle n'est pas encore forcément déployée partout, hein, loin s'en faut, puisque le réseau est à peine en place. Et donc, pour l'instant, ça passe aussi par des réseaux plus classiques. Hein. Alors, il y a des réseaux classiques, style Wi-Fi ou du filaire. Et puis, il y a des réseaux spécifiques Internet des objets, hein, style LoRa ou des technologies de ce type-là, qui sont des réseaux qui permettent donc de remonter des informations à faible coût, et notamment faible consommation énergétique. Alors, ils ont d'autres défauts, notamment, ce n'est pas forcément des réseaux qui vont vous assurer des performances de remontée extrêmement importantes. C'est plutôt des réseaux relativement lents, mais ça dépend des situations. On n'a pas toujours forcément besoin d'avoir l'information, je dirais, extrêmement rapidement. Ensuite, ces données, elles vont être extrêmement volumineuses. Hein. Si vous prenez alors une donnée issue de capteurs, en général, c'est quelque chose qui est petit. Hein. C'est une information élémentaire. Hein. On va remonter, je ne sais pas, une température, on va remonter des mesures de signaux quelconques. Mais si vous les remontez toutes les 10 secondes ou toutes les 30 secondes, au bout d'un jour, 10 jours, un mois, ça commence à faire des quantités d'informations extrêmement importantes. Et donc, on a besoin de ces informations-là, donc de les stocker, de les gérer. Et donc, il y a une deuxième catégorie de métiers, c'est tous les métiers autour de ce que j'appelais stockage de données. Alors, ça inclut plein de choses. Hein. Ça inclut de savoir effectivement définir le cycle de vie de ces données. Qu'est-ce qu'on va archiver, qu'est-ce qu'on ne va pas archiver. Avant de les supprimer, est-ce qu'il faut les résumer ou est-ce qu'on peut se permettre de les supprimer sans aucun problème?
Donc, il y a des plateformes spécifiques qui ont été développées pour être capables de gérer ces très grandes quantités d'informations. Et puis, on l'a déjà parlé, la partie sécurité. Donc, ces informations peuvent être sensibles et donc, il faut être capable de les protéger des attaques venant à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et puis, il y a l'aspect aussi protection de la vie privée, puisque ça peut révéler éventuellement des informations sur les opérateurs. Et donc, à ce titre-là, c'est soumis à de la réglementation, notamment au règlement européen sur la protection des données, qu'il faut mettre en place. Et puis, les dernières catégories, là, c'est effectivement l'aspect traitement des données, où là, on va retrouver les fameux data scientists dont on parle beaucoup, où là, on va effectivement appliquer des opérations qui, dans certains cas, peuvent être très simples. On va faire du filtrage à base de seuil. Typiquement, on va générer des alertes. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de faire du traitement complexe. Et puis, par contre, pour faire de la maintenance prévisionnelle, voire prédictive, là, on va avoir des outils plus évolués, plus sophistiqués, donc à base d'algorithmes d'apprentissage automatique, donc apanage des data scientists. Alors, où est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des formations pour aborder ces métiers? Alors, je n'ai pas du tout la garantie d'avoir été exhaustif, mais j'ai essayé de reprendre ce que je pouvais comprendre. Alors, du côté notamment des formations au niveau bac ou avant-bac, j'en ai pas connaissance, mais ça ne veut pas dire que j'ai la connaissance de tout. Au niveau des Bac plus 2, donc on va trouver toute une série de BTS et de DUT, alors notamment qui vont couvrir les 3 catégories. Selon que vous vous intéressez plutôt au côté acquisition, stockage ou traitement, vous aurez des DUT ou des BTS différents. Par exemple, le DUT, alors c'est pas STUD, c'est STID, c'est moi qui ai fait une erreur. Ça va être du côté du traitement des données, alors que le DUT GE2I sera plutôt du côté acquisition, ainsi que le DUT GTR par exemple. Beaucoup de licences pro sur lesquelles vous avez trouvé des choses aussi en lien avec l'industrie, beaucoup plus spécifiques données et industrie. Donc, j'ai vu qu'il y avait une licence pro Big Data, il y a des choses aussi autour de l'Internet des objets. Et puis, bien sûr, pas mal de Bac plus 5, master universitaire en Big Data, école d'ingénieur. Et puis, éventuellement, sur de la formation continue, là aussi, il y a beaucoup de choses. Donc, là aussi, on profite pour faire de la pub pour nos formations. Qui apparaissent donc sous forme de certificats d'études spécialisées ou de masters spécialisés, donc pour les personnes qui auraient besoin de reconversion avec une logique de diplomation. Donc voilà. Merci Bruno pour toutes ces informations sur le Big Data. Et avant de passer aux interventions de nos 2 professionnels, une petite question aussi sur le Big Data, à laquelle je vous laisse quelques secondes pour répondre. Évidemment. Alors. On va dire qu'on l'espère. Mais on l'espère absolument, mais il faut être positif. Tout à fait, Bruno. Alors, nous avons également la chance ce matin d'avoir 2 professionnels donc, avec nous et qui ont témoigné d'ailleurs dans une petite vidéo dans le MOOC sur leur métier, leur parcours et les activités qu'ils accomplissent dans leur métier respectif. Alors, on va commencer par Ursula Zerwinska, si elle veut bien prendre la parole pour témoigner de son métier de data scientist. Oui, bonjour. Donc, le métier des data scientists et des big data a été très bien introduite tout à l'heure. Donc, moi, effectivement, je suis data scientist, senior data scientist chez Segus, donc plutôt au bout de la chaîne justement de traitement. Et donc, pour moi, tout ce qui est vraiment le futur dans l'industrie en data science, donc les traitements plus avancés en algorithmique, ça va être tout ce qui est autour de voitures autonomes et on appelle ensemble des computer vision, donc les connaissances d'objets dans un espace 3D. Donc ça peut être aussi utilisé dans la robotique, bien sûr. Après, aussi dans le domaine plus des traitements de texte qui se développe très très bien et à une vitesse impressionnante. Ça va être tout ce qui est traducteur automatique. Donc on a l'impression que c'était résolu avec Google Trad et d'autres outils, mais en vrai, quand on s'approche à traduction métier,
pour des traductions de textes sensibles, complexes, type juridique, on a encore beaucoup de travail à faire. Aussi, tout ce qui est chatbot et assistance, tout ce qui est assistant virtuel. Donc, on aimerait bien que nos emails soient classés, répondus, enfin, tout ce qui fait un peu le travail, automatiser un peu le travail d'assistant. Au plus que ce soit un assistant avec qui on peut converser, avec qui on peut échanger, lui poser des questions et donner des ordres, sans forcément rentrer dans un langage machine. Et aussi, pour moi, un dernier domaine important, c'est tout ce qui est assistance médicale. Donc, on a bien vu avec le Covid qu'il y a eu beaucoup d'initiatives en intelligence artificielle, soit sur l'analyse des données, donc pour donner plus de visibilité sur les données existantes, pour essayer de comprendre mieux la situation, donc diagnostic, mais aussi dans ce qui concerne prédictive et aussi diagnostic sous les imageries médicales, ce qui marche plutôt très très bien. Et c'est là où on voit le plus d'applications, de véritables applications, autorisation à utiliser l'intelligence artificielle. C'est parce que les réseaux de neurones sont très avancés dans la reconnaissance des petits détails et la différence entre différentes images. Et c'est là où on peut retrouver vraiment beaucoup d'applications. Après, donc, on m'a demandé de parler un peu ce qui concerne donc, la crise sanitaire et comment en fait, ça peut impacter le métier de data scientist. Et je pense que c'est vrai globalement pour tous les métiers en informatique, qui peuvent sembler à beaucoup des métiers qui sont plutôt accessibles à distance, parce qu'on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour effectuer notre métier. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, pas seulement dans notre entreprise, mais globalement dans le secteur, c'est que ça quand même engendre ça ajoute une complexité organisationnelle quand il faut gérer les équipes à distance. Et si les équipes ne sont pas habituées de travailler à distance, là, lors de la crise, il y a eu pas mal de projets qui ont été arrêtés dus à problème de communication globalement. Et aussi, peut y avoir un problème d'accès aux ressources. Donc, ça veut dire l'accès à des différents serveurs, à des données, parce que des fois, les entreprises décident de ne pas donner l'accès à distance pour des soucis de sécurité. Et bien sûr, la situation qui nous est arrivée récemment n'est pas été vraiment prévue. Donc, il n'y a pas eu d'autres moyens que se rendre sur le lieu pour effectuer certaines actions. Donc, ça bloque aussi pas mal de projets. Après, en partie, on ne travaille pas non plus dans le vide. On développe des outils ou des algorithmes qui doivent être testés aussi en pratique, qui doivent servir le métier. Donc, si le métier il est en chômage technique ou s'il est mis sur d'autres tâches plus prioritaires, on ne peut pas non plus travailler avec eux. Donc, ça engendre des retardements dans des projets. Et oui, et donc c'est surtout ces accès-là. Donc, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Et donc, on m'a demandé, pareil, de donner des compétences et des formations qui sont importantes pour suivre le parcours data scientist. Donc, moi, je n'ai pas forcément l'horizon de toutes les formations qui existent actuellement, mais par rapport à des formations de mes collègues. Donc, on retrouve bien sûr beaucoup de personnes qui sont diplômées d'écoles d'ingénieurs et des universités, surtout dans le domaine plus des sciences exactes, donc mathématiques, informatique, c'est un peu le métier principal, enfin, ça donne des bases principaux pour devenir data scientist ou ingénieur machine learning. L'école d'ingénieur, ça prépare des points de vue général. Maintenant, je sais qu'il existe des spécialisations en data science ou big data dans les écoles d'ingénieurs. Après, il y a aussi quand même beaucoup de personnes en reconversion. Ça veut dire qu'ils ont eu un parcours universitaire dans d'autres domaines, astrophysique, biologie ou même des sciences des langages. Et ensuite, ils réalisent, soit ils font un master 2 ou une formation d'un an, maximum 2 ans, qui donne des bases de machine learning qui complètent leur formation. Soit, moi, par exemple, j'ai fait un parcours en biologie mathématique et j'ai complété mes compétences par des bootcamps ou des écoles d'été. C'est des formations qui durent entre 3 semaines et des mois, qui peuvent être réalisées durant l'été ou à distance, qui donnent un peu plus un aspect pratique à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut compléter en ligne.
Et il ne faut pas aussi oublier tout ce qui est formation en ligne, différentes MOOC, différents blog posts, parce que vraiment, on peut trouver plein d'informations pour se former en ligne, même gratuitement. Donc, un diplôme, ça nous donne un avantage sur son CV et ça nous donne des bases peut-être plus, un suivi plus régulier. Mais on est aussi, s'il y a des gens qui sont capables de se former eux-mêmes, il y a quasiment tout ce qu'il faut sur Internet déjà pour se former. Et dernier point, c'était la place des femmes dans les milieux. Donc, d'après les statistiques, il y a seulement 15% de femmes dans le métier des big data. Et je pense que c'est le problème général de tous les métiers d'école d'ingénieur où il n'y a vraiment pas beaucoup de représentations féminines. Donc, on peut voir cette situation de des côtés. Il y a un côté positif parce qu'il y a beaucoup de bourses et beaucoup de formations qui sont gratuites dédiées aux femmes dans tout ce qui est numérique. J'en ai vu beaucoup dans le secteur du web, mais il existe aussi dans data science. Donc, c'est un point positif parce que ça veut dire que c'est peut-être même plus facile à se reconvertir pour une femme, parce qu'il y a plus d'aide et plus de formations disponibles. Après, en pratique, souvent, on travaille dans des équipes pluridisciplinaires, interdisciplinaires. Donc, on n'est pas seulement avec data scientists qui travaillent qu'entre eux, on travaille avec d'autres personnes. Donc, clairement, là où les métiers sont plus équilibrés, au niveau des ratios hommes-femmes. Et donc, moi, je ne vais pas me plaindre je n'ai pas forcément subi des effets négatifs ou autres de cette disproportion, de cette représentation assez faible des femmes dans le métier. Après, ça peut être, c'est juste, il faut le prendre en compte que souvent, si on travaille dans un milieu plus de développeurs, ça va être plutôt masculin, mais ça ne veut pas dire qu'on est coupé du monde. C'est plutôt, normalement, c'est des gens qui sont assez jeunes parce que c'est un métier qui est très jeune. Donc, les gens, ils se retrouvent plutôt bien dans leur poste s'ils ont des missions qui sont intéressantes. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Joanne. Oui, merci Ursula, et puis merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, ce qu'on a aussi mis en avant beaucoup dans le MOOC, c'était effectivement cette place des femmes qui, dans l'industrie, n'est pas encore tout à fait déterminante, mais j'espère et on espère avec toutes les personnes qui ont participé au MOOC que dans tous les secteurs, elles le deviennent de plus en plus. Donc voilà, le big data, c'est vrai que comme vous l'avez dit Ursula, ça renvoie aux sciences exactes, mathématiques, informatiques. Voilà, ça peut avoir une approche un petit peu qui effraie ou pour lesquelles les femmes ne se sentent pas capables. Et bien, je pense que ce plafond vert, il faut le briser et aller voir et découvrir ces métiers du big data comme d'autres métiers dans l'industrie qui sont tout à fait accessibles aux femmes. Et pour en finir avec le sujet de la place des femmes, je vous laisse répondre également à ce petit quiz. Alors, si vous arrivez à retrouver où est le symbole. C'est là, en fait. Voilà. Allez, je passe la parole sans plus tarder à notre dernier intervenant qui a témoigné également en tant que data analyst et qui est Johan Schweller. Oui, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question de la différence entre data analyst et data scientist. En fait, c'est deux métiers qui sont très proches. Je dirais que le data analyst est plus orienté sur la data visualisation, c'est-à-dire la production de graphiques, alors que pour le data scientist, il y a plus un aspect machine learning et intelligence artificielle. Un autre point différenciant aussi, c'est que le data analyst est plus accessible à un profil d'école de commerce, même si par la suite, beaucoup de data analysts s'orientent vers le métier de data scientist. Dans les deux cas, ce sont deux métiers qui sont à l'intersection du business, des statistiques et de l'informatique. Donc, c'est, comme vous pouvez le voir, quelque chose de très transversal.
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de formation type. Il y a beaucoup de masters de Bac+5 qui sont favorisés en France en tout cas pour des raisons, on va dire, culturelles. Donc des masters surtout avec un aspect chiffré, donc aussi bien des domaines très techniques comme maths, statistiques, informatique ou même physique ou biologie par exemple comme Ursula, mais ça peut être aussi des profils d'école de commerce, des profils d'université plutôt en économie. Donc globalement, je dirais qu'il y a un tiers d'écoles de commerce, un tiers d'écoles d'ingénieurs et un tiers d'autres formations universitaires techniques. Et aussi, il y a également beaucoup de doubles diplômes. Mais je pense que ce qui compte aussi beaucoup, c'est l'auto-formation via notamment des MOOC. Donc il y a notamment 3 compétences techniques qui, je pense, sont indispensables. Alors tout d'abord, pour introduire ça, quand on me demande ce que je fais comme métier, sans rentrer dans les aspects très techniques, je dis que je code et je fais des graphiques, parce que c'est la vérité. Il y a deux aspects, deux langages techniques très utilisés. Le premier, c'est le SQL, qui est un langage de requêtage relativement simple, pas plus compliqué que des formules Excel, qui est utilisé pour faire des manipulations assez simples, comme le fait de filtrer la donnée, de calculer des ratios, de fusionner différentes sources, de faire des agrégations. Alors, on peut aussi utiliser Excel, mais quand il y a un nombre de données qui dépasse 1 million de lignes, c'est beaucoup plus simple d'utiliser SQL. Ensuite, il y a Python qui est un langage qui monte énormément et qui est plus utilisé pour les données complexes, pour les manipulations un peu plus avancées comme la détection de doublons approximatifs, c'est-à-dire 2 éléments d'une cellule qui sont presque les mêmes mais pas tout à fait. Et enfin, il y a un troisième outil. Donc, Tableau, c'est un logiciel de data visualisation, c'est-à-dire que ça permet de créer des tableaux de bord qui se mettent à jour en temps réel. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi, par exemple, Power BI qui monte beaucoup, ClickView, ClickSense. Mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est que l'aboutissement du métier de data analyst, c'est de créer des graphiques qui servent à la prise de décision pour les managers. En termes de savoir-être, j'ai résumé ça avec les 3 C. Donc, premièrement, curiosité, vouloir comprendre la donnée qu'on a en face de nous, poser des questions, chercher des corrélations, soupçonner, faire des découvertes. Ensuite, la créativité, donc tout simplement résoudre des problèmes, notamment par exemple pour parfois extrapoler à partir de données manquantes. Et enfin, la communication, puisque c'est l'aboutissement de tout ça, c'est d'aider à la prise de décision. Donc, il faut savoir communiquer aux décisionnaires, aux managers, nos trouvailles, quitte à parfois les simplifier pour les rendre compréhensibles. Donc, ça, c'est un gros challenge aussi de ce métier. Alors, si on peut passer à la slide voilà. d'après. Oui, concernant les impacts de la crise du Covid, alors, comme le disait Ursula, c'est vrai qu'il peut y avoir des complications concernant le télétravail en termes d'accès aux données, même si globalement, c'est un métier qui, par rapport à d'autres, s'y prête plutôt bien, notamment grâce à l'utilisation croissante du cloud. Il y a notamment les suites faites par Google, Amazon et Microsoft qui permettent de manière très simple de stocker, de requêter ou de visualiser la donnée. Et une autre tendance qui est, bon, du coup, pas vraiment liée à la crise du Covid, mais qui est plus une mutation globale, c'est lié à la démocratisation de la donnée. C'est-à-dire que auparavant, on avait tendance à créer des tableaux de bord consultables uniquement ou principalement par des data analysts ou data scientists. Et de plus en plus, on voit des demandes qui consistent à donner accès aux données pour tous les membres de l'entreprise en leur permettant de créer des rapports un peu sur mesure, notamment grâce à des fonctions bac à sable dans les outils de data visualisation. Donc ça, c'est une tendance assez marquante. Ensuite, plus précisément, concernant l'impact du Covid sur mon entreprise, donc Segus. Alors, bon, évidemment, ça a pris de court beaucoup d'entreprises, dont la mienne. Actuellement, donc, les locaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre. L'impact aussi, c'est qu'on a entre 30 et 50% des effectifs. Donc Segus, c'est une entreprise de à peu près 100 salariés et entre 30 et 50% de chômage partiel.
À savoir aussi que le département data chez Segus n'est qu'un département parmi d'autres. Il y a aussi un département workplace qui, pour le coup, est relativement mis à l'honneur puisque ça consiste à favoriser les, les communications et les collaborations au sein de l'entreprise. Donc, à l'heure du télétravail, effectivement, c'est un domaine très porteur. Et enfin, plus précisément sur le métier de data analyst, alors ce qu'on a vu chez Segus, c'est qu'il y avait deux types de projets globalement en termes de data chez nos clients, puisqu'on est une entreprise de conseil. Tout d'abord, il y a les activités qui sont un peu des projets, en fait, des missions réalisées, on va dire un peu en one shot, c'est-à-dire que la personne fait sa mission et ensuite elle passe à autre chose. Donc, ça peut être la création d'un tableau de bord, des analyses un peu sur le principe de l'audit qui sont faites de manière ponctuelle. Ce type d'activité est actuellement mis en pause. Et il y a les autres activités de plus de support, donc c'est l'alimentation, on va dire, d'un tableau de bord, qui sont des activités essentielles, puisque si elles ne sont pas réalisées, en fait, le produit final ne peut pas être utilisé. C'est le cas d'une mission que je réalise actuellement. Donc voilà, ça c'est un peu deux projets qui sont impactés, deux types d'activités qui sont impactés différemment chez Segus. Et enfin, il y a un autre impact qui est moins de l'ordre du métier en tant que tel, mais plus des activités parallèles qui peuvent être réalisées grâce à l'analyse de données. C'est toutes les visualisations qu'on peut voir sur le Covid, sur le nombre de décès, le nombre de personnes hospitalisées, donc, partout à travers le monde. Les prédictions aussi faites sur cela. Il y a notamment un tableau de bord qui est réalisé par l'université John Hopkins, qui est très utilisé. Et donc voilà, ce sont des domaines qui amènent à utiliser les compétences de visualisation. Parfait, merci beaucoup Johan. Dernière petite question avant de passer à la fin de ce live. Si on vous a bien suivi, alors est-ce qu'il y a une formation type? Effectivement, non, il n'y a pas de formation type pour accéder au métier de la data. Alors, il est précisément 1h22, donc autant dire qu'on a largement explosé le temps qu'on s'était fixé, mais c'était important, je pense, pour chacun de pouvoir donner le maximum d'informations sur son secteur et quelques pistes de voies d'accès pour les métiers qui conduisent. J'ai vu aussi, donc là, c'est effectivement la place à vos questions, mais avec un fort esprit d'équipe qui nous caractérise. J'ai vu, grâce à ma collègue, parce que j'étais un peu en aveugle sur le défilement du chat, que tout le monde s'y est mis, donc que les questions ont trouvé assez rapidement des réponses par nos différents intervenants. Donc, très bonne initiative de chacun. Néanmoins, et là, c'est à vous de me le dire parce que, comme dit, j'ai mon écran en partage, donc du coup, je n'ai pas le visuel sur le chat. S'il reste deux questions, on va dire, que vous souhaitez encore poser, n'hésitez pas à le faire tout de suite pour qu'on puisse vous donner la réponse. Sinon, vous savez qu'en vous inscrivant sur le MOOC aux amitiés de l'industrie du futur, il y a un forum et sur ce forum, il vous est tout à fait possible de pouvoir poser l'ensemble des questions en sachant que l'ensemble des personnes qui sont intervenues à travers des vidéos, nos enseignants, nos professionnels ont accès à ce forum et sont tous partants pour vous répondre quand des questions apparaissent et qui les concernent directement. Donc voilà, si on n'a pas pu vraiment tout traiter ce matin, n'hésitez pas à utiliser ce canal d'information pour avoir l'ensemble des réponses. Sinon, je vous interroge, Jean-Baptiste, Karim, Bruno ou les autres pour savoir si d'autres questions sont apparues sur le chat auxquelles on peut apporter rapidement une réponse. Martine, tu as une question là justement qui vient d'être posée de François Gauthier-Deuve qui dit: est-ce que finalement data analyst va rester un métier où on va transformer en compétences transverses à tous, un peu comme par exemple le management? Intéressante question. C'est une bonne question. Je pense que c'est un métier qui va rester, mais parallèlement, de plus en plus de personnes vont monter et vont devoir monter en compétences
ce qu'on appelle la data literacy, c'est-à-dire savoir comprendre la donnée comme aujourd'hui on apprend à lire, à écrire, à compter. Donc je pense que les deux tendances sont vraies en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir un métier de data analyst qui va servir peut-être plus de référent ou de vulgarisateur, mais que parallèlement à ça, les compétences en analyse de données et en compréhension de données vont devoir monter à tous les niveaux. Moi, personnellement, j'y souscris parce que je trouve que je le vois par ma petite fenêtre des métiers et du périmètre que j'ai représenté ce matin. Il y aura besoin d'experts sur ces sujets parce qu'il y a des situations de données complexes, voilà, d'acquisition de données, de fouille de données, de traitement de données, pour pouvoir avoir un signal dont on puisse traiter et prendre des décisions. Mais il y a aussi toute une capacité personnelle, quel que soit son métier, de s'interfacer avec un environnement digital, avec des données et de savoir les traiter et de savoir les manipuler parce que les méthodologies vont intégrer cette possibilité. Aujourd'hui, on tâtonne, on se cherche. On a cité dans le chat l'exemple de process mining. Okay, on voit beaucoup de potentiel, mais on garde encore nos méthodes un peu conventionnelles parce qu'au moins elles sont robustes et on sait qu'on peut leur faire confiance. Mais simplement, il ne faut pas être à contre-courant. Et ça veut dire que, quelles que soient les filières que l'on va prendre, savoir un peu coder en Python, connaître un peu les bases de la programmation, par exemple, pour pouvoir. C'est comme, par exemple, on va prendre une révolution qui n'a pas eu lieu. Je vais prendre le logiciel le plus utilisé en entreprise, c'est Excel. Et grosso modo, combien il y a de personnes qui actuellement savent vraiment faire un petit peu de visuel basique, mais de premier niveau. Voilà, on parle de maintenance de premier niveau. On pourrait parler aussi de data analyse de premier niveau que tout à chacun devrait avoir pour ne serait-ce que aider les process et les experts à faire ce qu'ils ont à faire en leur fournissant les données ou les décisions qui vont bien. Merci. Je confirme ce que dit Baptiste, mais évidemment, le big data est présent, forcément, mais et souvent on me dit oui, mais vous êtes contre le numérique. Non, pas du tout. Les fondamentaux, il ne faut pas les oublier parce que pour analyser des données, encore faut-il maîtriser les processus physiques qui sont derrière. Et donc, ce n'est pas parce qu'une tablette va dire qu'il faut changer un roulement, si on ne l'a jamais fait, je suis désolé, ça n'apportera rien du tout. Donc, gardez quand même les pieds sur terre, mais restez curieux parce qu'il y a énormément d'évolutions. Et un jour, en plaisantant, j'avais dit oui, finalement, on va pouvoir géolocaliser ces outils parce que tout le monde connaît la loi de Murphy. On cherche la clé de 12, vous aurez la 11 et la 13. Il en manquera une, telle que vous voulez. Je disais ça en plaisantant. Figurez-vous qu'une start-up a créé des outils connectés pour pouvoir les géolocaliser. Donc, ça existe. Donc, merci à François Gauthier Deuf pour cette bonne question, du coup. 2 minutes, juste une info pour mes étudiants. On se retrouve dans la classe virtuelle quand c'est fini. Très bien. Et je te remercie, Karim, d'avoir invité tes étudiants à nous rejoindre, comme François Gauthier Deuf qui a invité l'ensemble de sa classe d'étudiants en Master 1 logistique et transport à nous rejoindre également. J'espère qu'ils auront apprécié le contenu de ce live et surtout qu'ils ont pu trouver quelques informations en plus de ce qu'ils voient déjà dans leur cours. Je vous remercie donc tous et toutes pour votre participation, mes co-animateurs, vous qui vous êtes connectés ce matin pour nous suivre et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, alors je vous invite directement à vous connecter donc à notre MOOC et à vous y inscrire, en sachant que l'IMT a aussi un autre MOOC qui tourne actuellement sur la plateforme Fun et qui est la transformation digitale au service de l'entreprise et de l'industrie du futur, qui reprend un petit peu les mêmes problématiques et qui, vous donnera encore un panel encore plus large de témoignages de professionnels, si vous le souhaitez, pour aller un petit peu plus loin dans les différents secteurs et certains métiers. Voilà. Je vous remercie donc tous. Le replay de ce live sera disponible dès demain. Et puis, si vous le voulez bien, on se retrouvera à la rentrée pour un autre live qu'on programmera et dont on vous donnera les informations à ce moment-là. Oui, Karim. Oui, est-ce que tu m'autorises à mettre sur la chaîne YouTube le live? Tout à fait, Karim. Autorisation donnée. Parfait, merci. Merci à tous. Passez une excellente journée et surtout portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.
Merci. Au revoir à tous. Au Merci. revoir. Au revoir.